Mademoiselle Doré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Bah écoutez, c'est très simple. Oh, mais j'adore là. Alors il devait rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Bon bah ça va. On arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un sac qui s'est joué. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Cet entretien sera intégralement pas filmé. C'est une fabrication artisanale. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Qu'est-ce qu'il fout? Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Moteur! Oh putain, moteur! Et bonjour, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans cette émission On n'est pas filmé. Ça y est, c'est la 5e émission, la plus importante. On a passé un cap, désormais. On est installé dans la radio française. On est apprécié des grands, des grosses têtes d'ailleurs, puisque bientôt nous allons apparemment être sur d'autres fréquences. Et on est très fiers de cela. Tout ça, évidemment, c'est grâce à une personne que j'aimerais applaudir principalement, puisque évidemment, c'est un puits de connaissances reconnu en France, vraiment entièrement pur. Puisque en soi, c'est le représentant de la cinéphilie. J'aimerais qu'on applaudisse quand même Seb. Merci beaucoup, Seb. Bonjour à tous et à toutes. Seb, voilà, incroyable, évidemment, notre grand... Merci. On l'aime beaucoup et on est très fiers à chaque fois de t'avoir sur cette émission. Comment vas-tu, Seb ? Ça va très bien, je suis très heureux d'être de nouveau dans cette émission. Un grand habitué désormais dont on n'est pas filmé, on peut le dire. Donc, ça devient régulier. Et on en est encore une fois très fiers. Évidemment, ton chèque arrive bientôt. Tout ça, évidemment, ce n'est pas gratuit. Donc, s'il vous plaît, on va faire... d'ailleurs, on va vous présenter nos PayPal. On a besoin d'argent puisque désormais, on travaille tous bénévolement, sauf une personne, vous l'avez compris. Donc, on a absolument besoin de soutien pour que On n'est pas filmé continue. Et on a aussi Lenny, malheureusement. Merci, Lenny, d'être là. Je vous emmerde, et toi principalement Benjamin. Voilà. Oui, puisque c'est des heures de boulot pour que tout soit filmé et personne n'en a quoi que ce soit à foutre. Excusez-moi, voilà. et s'il vous plaît, on peut le dire autour de la table quand même. Est-ce que l'émission est filmée ? Non, elle n'est pas filmée. Aveugles, voilà. On n'est pas filmé, Lenny. Écoutez, visiblement vous êtes tous aveugles ou alors je sais pas, je fais trop bien mon boulot, je planque trop bien les caméras, mais c'est filmé. Voilà. Vraiment, il a vraiment du mal et il ne comprend pas. Il reste toujours dans toutes les émissions, c'est pas très grave, mais bon, au moins t'es là, c'est bien. J'espère au moins que tu vas aimer les films qu'on va présenter sur l'émission, sinon ça va très mal se passer pour la suite. On a Emma, j'aimerais quand même là, le retour d'Emma. Eh oui, elle est de retour. Évidemment. Alors sur l'ancienne émission, on précise, donc tu n'avais pas de croix avec une suite. Tout à fait. Parce que beaucoup d'auditeurs l'ont noté, ils ont dit mais attendez, elle n'a pas de croix. Non. Et en fait, ils n'ont pas écouté toute l'émission et le plot twist, c'est que t'en avais pas. D'où le fait qu'il faut finir les émissions quand on les commence. Eh ben tout à fait. Et c'est pour ça aussi qu'on te réinvite, c'est pour aussi redorer un petit peu ton image qui a été salie d'une façon horrible. D'ailleurs, Florian un petit peu a engrangé un peu ça. Florian, salut. Merci. Tes fausses rumeurs, tout ça pour dire que t'étais le meilleur chroniqueur alors que c'est Seb, encore une fois. Je pense que t'as pas très bien compris non plus, Florian. Mais bon, c'est bien d'essayer un peu cette compétition. J'aime bien la compétition, dans On n'est pas filmé. Après, je l'ai laissé gagner la semaine dernière. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Je suis bon joueur. C'est bon joueur, voilà. Donc là, il y aura un autre jeu, évidemment, dans le programme de cette émission, tout à la fin, puisque ça sera présenté même par Joshua, qui est là. Joshua, on peut l'applaudir quand même, il n'est pas au micro. Mais on va parler tout à l'heure. On a Raph aussi, on a Imogen, le grand retour d'Imogen. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Tout de même, ça fait extrêmement plaisir. Nous avons Marion, évidemment. Nous avons Zéphyr qu'on va applaudir aussi. C'est les grosses têtes maintenant, vraiment notre inspiration première. Et au programme, donc on va faire une petite critique du film Animal d'Emma Benestan. On a aussi une critique du film Gladiator 2. C'est vraiment le sujet de cette émission, c'est Ridley Scott, puisqu'on va aussi faire un retour sur sa carrière, puisqu'elle est controversée. On va voir quel est son meilleur film pour nous, son pire film, et peut-être cette fois-ci enfin avoir un vrai combat dans On n'est pas filmé. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Mais je vous propose de retrouver évidemment le meilleur pour sa petite revue d'actu. Seb, quelle revue d'actu présente-nous ? Je vous ai choisi deux petits événements qui vont arriver en ce début décembre dans les salles cannaises. Avec d'abord le 13 décembre prochain la venue au Café des Images de Matthew Rankin, qui est un jeune réalisateur canadien. Alors c'est
assez événementiel, il faut parfois en profiter, d'avoir des réalisateurs ou des réalisatrices d'ailleurs, qui ne sont pas français et qui viennent des États-Unis, du Canada, d'Asie, etc. Donc c'est vraiment une occasion de voir. Il vient pour son deuxième film qui s'appelle Langue universelle, qui est un film qui a été assez remarqué cette année à la quinzaine des réalisateurs de Cannes, que je n'ai pour ma part pas encore vu. Mais vraiment, c'est vraiment une occasion de découvrir effectivement et d'échanger aussi avec des cinéastes qui viennent. Quand c'est des cinéastes français, c'est vrai qu'il y en a qui viennent plus régulièrement, plus facilement dans les salles, on va dire, de province, parce que sur Paris, vous avez l'occasion plus souvent de voir des cinéastes étrangers. Mais vraiment, je pense que si vous avez l'occasion, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir des cinéastes qui parlent de leur travail, qui parlent de leur façon de fonctionner, de pouvoir d'ailleurs aussi leur poser des questions, échanger avec eux. Donc voilà, ça sera le 13 décembre au Café des Images. Et le 20 décembre, donc la semaine suivante, vendredi des vacances, une soirée double programme autour des vampires au Cinéma Luxe, avec en avant-première la diffusion de Nosferatu, nouvelle version par Robert Eggers. Une grosse avant-première. Voilà, une grosse avant-première quelques jours avant la sortie. On n'est pas non plus... Le film sortira... à Noël. Voilà, exactement, pour le jour de Noël, 25 décembre. Alors, c'est pas forcément une sortie spécifiquement pour Noël, mais il s'avère que cette année, Noël tombe un mercredi, les sorties tombent le mercredi. Le film sortira pour Noël. Mais, donc, il y a une grosse ironie, du coup. Possiblement. Oui. On n'a pas encore vu le film, mais voilà. Ouais, on verra. Oui, je suis pas sûr que ce soit un film de Noël. Non. On reparlera un jour des films de Noël. Je suis pas sûr qu'il rentrera dans cette catégorie des films doudou de Noël. Non. Ou peut-être à mettre en parallèle de l'étrange Noël de Monsieur Jack pour ceux qui n'aiment pas véritablement Noël et qui ont besoin d'autre chose à Noël. Ah oui, il y a toujours, mais donc à voir. En tout cas, un cinéaste qui est effectivement très influencé, Robert Eggers, par l'expressionnisme allemand. Donc on sent que effectivement Murnau et Nosferatu, c'est un film qui l'a marqué. C'est un cinéma comme le cinéma effectivement de Fritz Lang, version allemande, comme le cinéma de Dreyer, etc., qui infuse dans le cinéma de Robert Eggers. On verra si effectivement le fait de vraiment la passer à un remake et de se frotter directement à la bête, j'ai envie de dire, on verra le résultat. Le film est plutôt attendu. Bête qu'on n'a toujours pas vu dans les bandes annonces. C'était une grande, c'était dans la commercialisation un petit peu du film, c'est de tout dévoiler quasiment, on va dire, dans tous les personnages, Lily Rose Depp, Willem Dafoe, et puis par contre, on n'a pas Nosferatu, on ne le voit pas dans les bandes annonces. Skarsgård, effectivement, a pas été véritablement montré dans les premières images. Je pense que c'est plutôt malin. Tout à fait. À voir effectivement ensuite sur pièce. Et on diffusera un deuxième film, donc deuxième partie, qui est What We Do in the Shadows, en français Vampire en toute intimité. Culte. Le faux mockumentary de Jermaine Clement et Taika Waititi, qui date de 2014, qui est donc un film où on suit une colocation de vampires quand même relativement idiots dans le Staten Island donc des années 2010. C'est très drôle. Le film a depuis eu on va dire un développement en série télé, puisqu'il y a donc la série What We Do in the Shadows qui est diffusée depuis maintenant 8 ans, quelque chose comme ça. Ouais, on est à la 5e saison. On est à la 6e saison. Et c'est même la dernière saison, puisque la série se termine là incessamment sous peu. Mais hilarante, en tout cas. Une des meilleures séries comiques de ces dernières années. Ouais, clairement. Et donc, si vous n'avez pas eu l'occasion, ça sera l'occasion, de découvrir l'origine et l'original, et de pouvoir potentiellement enchaîner, parce que c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas les mêmes personnages, mais c'est le même état d'esprit de suivre effectivement un groupe de vampires bras cassés et qui finalement ne comprennent rien à la modernité. Et c'est tout aussi drôle. Et c'est très drôle. Voilà. Donc donc un film, on va dire, un peu sérieux, Nosferatu, pour commencer, et puis on finira avec un petit bonbon pour finir cette année, puisque ça sera le dernier LPS de l'année 2024. Très bien, écoute, merci beaucoup pour ta revue d'actu, Seb. Ah putain, Nejma, c'est quoi ça? Et tu te rappelles pas comment tu t'es fait ça?
Je crois que j'étais attaquée par un taureau. Stop! Les bêtes, elles sont folles en ce moment, je sais pas ce qu'elles ont. Jordan! Putain, oh! Comment ça a pu arriver, ça? Les taureaux, ils attaquent pas quand ils sont chez eux. Et on se dirige directement vers la première petite critique qu'on voulait vous proposer autour d'Animal, donc un film français de genre, on va dire, dans les grandes lignes. Animal, donc c'est le deuxième long métrage de fiction d'Emma Benestan, déjà remarqué pour Fragile, une comédie romantique acclamée par la critique que vous pouvez retrouver normalement un petit peu partout désormais, avec Oulaya Amara, Raphaël Quenard. Après ce premier succès, Benestan était attendu au tournant avec ce nouvel opus qui explore cette fois-ci le cinéma de genre, comme je l'ai précisé. Fidèle à ses habitudes, la réalisatrice confie le rôle principal à son actrice fétiche qu'elle a retrouvée même dans plusieurs courts-métrages, Oulaya Amamra, et marquant ainsi la continuité de leur collaboration. Ce film s'inscrit dans une tendance actuelle où le cinéma de genre, notamment porté par des réalisatrices comme Coralie Farja, on est revenu dessus avec Revenge, et aussi évidemment The Substance, et Julia Ducournau, évidemment avec la Palme d'Or Titane, qui gagne en reconnaissance le genre et en force. L'intrigue suit Nejma, une jeune femme novice qui participe aux courses camarguaises, un univers où les taureaux sont les véritables stars. Malgré des relations conflictuelle dans son environnement rural, Nejma reste déterminée à poursuivre ses rêves et à affirmer ses convictions. Cependant, son parcours d'émancipation croise la route d'une créature prédatrice qui rôde dans les villages voisins, devenant rapidement la cible de tous. En parallèle, Nejma développe une relation singulière avec les taureaux, nourrie par une soirée arrosée. Un lien étrange qui s'intensifie au fil de la traque. Et puisque la réalisatrice est originaire du sud de la France, évidemment, Animal est insufflé par un réalisme naturaliste et qui avait déjà marqué par rapport à Fragile. Ce nouveau film puise profondément dans la culture méditerranéenne, servant à la fois de toile de fond et de socle narratif, renforçant ainsi l'immersion et l'authenticité de son récit. Lenny, donc, on a pu le voir, nous, un petit peu auparavant, tous les deux. C'était un film qu'on a trouvé plutôt intéressant, justement, dans sa proposition dans le genre, plus particulièrement, puisque c'est vrai qu'il a des scènes assez marquantes justement autour de la culture méditerranéenne et donc des courses camarguaises. C'est ça aussi qui t'avait marqué principalement dans le film en premier lieu, puisque c'est ça qui est principalement présenté aussi en communication. Oui, c'est un film qui frappe dès les premiers instants, à mon sens, par la beauté de ses visuels. On sent véritablement que la réalisatrice a un amour des lieux. Je crois que j'avais peut-être lu une ou deux critiques qui pouvaient tendre vers une forme de citation du western pour certains plans. Je comprends l'idée. Après, c'est peut-être parce que je suis pas forcément très connaisseur du genre, mais personnellement... Parce qu'on vient du Nord, voilà, faut le dire. Oui, peut-être, mais surtout, moi, ce que je vois, c'est véritablement l'amour de la réalisatrice pour ses lieux, pour ses décors. Je peux comprendre notamment, parce que moi, c'était un peu mon point de départ par rapport au film, si... peut-être avoir une espèce de distance avec le sujet. Qu'est-ce qui va être traité au final par rapport au rapport avec les taureaux, avec cette course? Le film prend le parti pris, mine de rien, d'utiliser ça pour sa narration, pour son univers, mine de rien, mais ne va pas chercher à en faire ou une dénonciation ou une espèce de grande envolée lyrique à prétendre que c'est quelque chose de magnifique, de pur ou quoi que ce soit. Il y a une poésie dans le film, mais qui ne repose pas sur les courses en elles-mêmes. C'est ça, on a un rapport et un lien que le personnage principal va avoir, notamment avec les taureaux, mais également, même si c'est bien plus secondaire, avec, si je ne m'abuse, son cheval, qu'elle a relativement... aussi, oui, c'est vrai. Dans pas mal de plans, donc c'est quelque chose qui traduit un peu d'un contexte qui est très rural. On n'est pas dans le rapport de pour aller faire tes courses, tu vas choper ta bagnole et tu vas aller à la supérette du coin. On est sur quelque chose qui est véritablement éloigné et du coup qui provoque un ressenti sur la nature qui est très très fort, qui est très très beau, qui est très très exploité, même si, il faut le dire, ça reste quand même un film qui aborde des sujets et des thèmes qui sont très lourds et qui peuvent, si on peut y être sensible, véritablement percuté, car certaines scènes qui sont plutôt explicites, surtout extrêmement efficaces, d'une mise en scène impressionnante et qui peuvent couper le souffle. Donc c'est à mon avis à réserver pour un public qui peut être averti, ce genre de choses.
Comme tu l'as dit, c'est un film qui... Faut plus le considérer comme un film de genre. C'est ça, c'est un film qui va justement parfois aller vers le film de genre, même si on sent que niveau budget, on sent parfois qu'il y a peut-être des envies d'aller sur certains plans, mais on reste quand même dans une forme de subtilité. On va éviter non plus de trop en mettre du côté monstrueux, du côté très long, en tout cas étiré. Et pour moi, ça traduit, même si on est quand même sur une réalisatrice qui reste jeune dans son parcours de cinématographie, d'une forme tout aussi bien de pudeur que d'intelligence. Quand on n'a pas forcément les moyens d'avoir des gigas effets 3D, quoi que ce soit, on va essayer d'être un peu plus calme et un peu plus réservé. Et c'est pour ça aussi que le film reste marquant en soi par rapport à sa proposition dans le genre. En plus, on peut le rapprocher un petit peu à d'autres films aussi qui avaient proposé par rapport à l'émancipation personnelle d'un personnage, même si là c'est l'émancipation féminine évidemment, au vu du contexte qui l'entoure. Seule femme face à plusieurs hommes dans des courses camarguaises, évidemment c'est principalement mis en avant. C'était le film Teddy qui était un petit peu aussi dans ces transformations, dans ces liens avec les animaux, sans spoiler les deux film, donc un rapprochement qui était bienvenu et qui fait plaisir aussi de voir dans le genre français. C'est tout un art de choisir les gladiateurs. Ce sont en général des prisonniers de guerre. Je prends cette cité pour la gloire de Rome. Tu as quelque chose en toi, une rage. Ne t'en défais jamais. Là, j'espère que vous avez tous caressé votre petit blé dans votre petite campagne. C'était la musique de Gladiator et Gladiator 2, Now We Are Free, de Gavin Greenaway. Et quelle musique, quel film, quelque part, comme ça je spoil un petit peu mon avis. Gladiator 2, on revient dessus, des gens ont adoré, des gens ont détesté. Cette fois-ci, on n'est pas filmé, c'est pas pour rien. Parce que véritablement, il va y avoir du clash, il va y avoir de la violence, quelque part, peut-être même des amitiés qui vont définitivement se détruire devant vous. J'espère véritablement que là, vous avez préparé vos pop-corn parce que on est parti pour une critique dithyrambique. Désormais, on va commencer par le meilleur. Florian, toi, tu as des vraies critiques, tu as des vrais avis, tu es quelqu'un qui apprécie le cinéma et il faut le dire, et c'est ça que j'apprécie chez toi, Florian. Quelque part, déjà, tu nous avais fait une magnifique carte blanche autour des sœurs Wachowski et du film Speed Racer. Je te remercie. Et là, tu reviens avec un avis plus que positif sur Gladiator 2, que tu as particulièrement apprécié. Ouais, pour le coup, ouais. Je m'attendais pas du tout parce que pour le coup, je vais carrément poser les pieds dans le plat. Je trouve le 1 surcoté. Je l'ai vu il y a 2 semaines, pour être tout à fait honnête, mais je trouve le 1 un peu, je trouve le rythme un peu, même si c'est un film qui est super intéressant, mais je trouve que le 2 est hyper intéressant parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce que Scott fasse ça. En fait, dès le début du film, il se prend pas la tête. Il fait j'en ai marre de l'Amérique aujourd'hui, ce que ça ressemble, etc. et tout. Je vais faire un film sur l'Amérique de Trump, l'Amérique décadente, l'Amérique oisive, complètement rongée par le colonialisme, l'oisiveté, les richesses qui vont que vers les plus riches et ils sont ultra, ils asservissent la population, etc. pour leur propre plaisir. Tout ce qu'ils leur donnent, c'est du pain et des jeux, etc. Et il y va à fond. Il commence dès le départ avec son attaque sur son attaque de les Romains qui vont attaquer l'Afrique du Nord pour pouvoir encore justement récupérer des terres, asseoir leur domination. Et déjà Pedro Pascal en fait apparaît comme un général, mais un général qui a pas envie de se battre. Il en a déjà marre, ça se voit. Il veut pas se battre. Et Paul Mescal qui lui du coup est dans le camp africain, qui est le nouveau héros du film. Évidemment, ça crée une friction parce que Pedro Pascal qui est le général Acusius, si je dis pas de bêtises, va faire tuer sa femme qui en fait donc c'est très clairement un rappel au premier Gladiator, mais en fait c'est un peu une fausse piste que le film donne parce que donc Paul Mescal, donc Hanno, son personnage va donc être récupéré en tant qu'esclave, etc. par les Romains, exactement la même chose que dans le premier avec Maximus, dans le premier Gladiator, mais qui en fait s'avère être autre chose parce qu'ils vont
ils vont entre guillemets fraterniser, et le vrai méchant s'avère quelqu'un d'autre, en tout cas, ça s'avère être un autre personnage, et c'est ce que j'adore en fait dans le film, c'est que déjà Scott ne lésine pas, il a aucune subtilité dans ce qu'il veut raconter, c'est-à-dire il pousse les potards à fond, il s'en fiche, il s'en fout complètement. Il y a de la réaction, il y a de la réaction, mais bien sûr. Ouais. Mais j'aime beaucoup en fait, c'est tout ce que Megalopolis a raté, celui-là il le fait bien, dans le sens où il essaie pas d'être ronflant, etc., de faire des belles phrases, etc. Non, j'y vais directement. C'est en termes de mise en scène, il pousse encore plus loin que le précédent, même si j'admettrais par contre que le montage est nettement moins intéressant que le premier film. Ça, vous pourrez en parler entre vous après. Mais je trouve que le film est hyper plaisant en termes de pur spectacle, mais même en termes de profondeur, je trouve qu'il a beaucoup plus sur le plan politique, il est beaucoup plus pertinent que le premier. Je le trouve plus intéressant et beaucoup plus... je m'attendais pas en fait à ce que Scott mette autant les pieds dans le plat, on n'ait absolument rien à faire et qu'il vienne dire en gros j'en ai marre de mon pays, fuck Trump, fuck, et surtout fuck Musk quoi en fait, parce que vous en parlerez, mais un des personnages est en fait un Musk. Ce que veut dire le film, c'est pas tellement ne laissez pas les riches prendre tout ce que vous avez, mais faites attention à qui contrôle réellement les riches et qui pourrait vraiment prendre le pouvoir par la force, en fait. C'est vraiment le but du film, quoi. Tu introduis parfaitement Gladiator 2, hein. J'espère que vous avez tout de suite compris un petit peu l'intention de Florian qui s'en va, évidemment, sous vraiment des honneurs et des applaudissements, on peut le dire. Quelle belle critique. Puisque en plus il a très bien résumé le film et c'est à préciser, hein, c'est 24 ans après le premier opus là, hein. Donc dans l'histoire on est 16 ans après le premier opus, donc évidemment c'était une suite attendue puisque techniquement, alors ou redouté hein, pour certains, puisque Gladiator en soi arrive enfin le 2 sur nos écrans. Il y a eu plusieurs annonces, un making-of un peu laborieux de ce qu'on a compris, des coulisses vraiment assez compliquées, un financement un peu au compte-gouttes, puis ensuite c'est parti sur 300 millions de budget d'après les rumeurs. Et puis évidemment c'est accompagné de promesses spectaculaires avec des combats impliquant des rhinocéros, des requins, potentiellement des lions. Bon, voilà, dans le Colisée de Rome, ça a suscité une hype croissante chez certains et d'autres autour de la table. Et là j'enchaîne puisque évidemment certains n'aiment pas forcément Ridley Scott. Je vais tout de suite aller sur lui puisqu'il avait envie de se battre. Donc j'ai envie de dire, on va sonner la cloche. C'est parti pour le fight. Nous avons Lenny à ma gauche qui lui n'a pas supporté ce Gladiator 2. Après il a un passif quelque part, c'est que tu n'aimes pas forcément le réalisateur ces derniers temps. La réalité c'est que je me suis un peu vu, que ce soit volontairement ou pas, mis en opposition avec Scott, mais la réalité c'est que je pense que je ne connais pas parfaitement son cinéma. On va être honnête, ces dernières années il a été vu comme un réalisateur boulimique, notamment en nous sortant parfois 2 films en une année consécutive. Tu parles de House of Gucci avec Dernier Duel. C'est ça, mais si vous regardez, je crois qu'il y a grand maximum 4 ans qui peuvent séparer 2 de ces films. Donc ça a toujours été, durant les dernières 40 années, quelqu'un qui faisait des films encore et encore et encore. Donc, normalement, là-dedans, peut y avoir du très bon et Gladiator 2. Alors vas-y, Gladiator 2. Et par rapport à ça, personnellement, je n'avais pas spécialement d'affect avec le précédent. Je ne l'avais pas vu, je l'ai regardé pour les besoins de cette émission. C'est un très bon film. Par contre, il faut prévenir Scott qu'il a déjà un peu refait le même, mais pas en même temps, pas aussi bien. Enfin, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que Scott essaye de réutiliser ce qu'il a fait pour du Gladiator, premier du nom. Mais le principe même du premier film, c'est, excusez-nous, mais le premier n'a servi à rien. Oui, donc pourquoi est-ce que tu reprends autant d'éléments scénaristiques que du premier ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ton personnage n'en a rien à faire de ton histoire ? Pourquoi j'ai l'impression que Scott est l'équivalent de Pedro Pascal, c'est-à-dire qu'il est épuisé ou qu'il n'a pas envie d'être là ? Et pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, je n'ai pas non plus envie d'être là pour subir un film qu'un réalisateur n'a visiblement pas envie de faire ? C'est compliqué, encore une fois, j'aurais aimé, véritablement, je te promets Benjamin, j'aurais aimé avoir du divertissement, m'amuser devant ce film. Mais le problème, c'est que au début, c'est de la baston, des bagarres. Bon,
forcément, faut que les intrigues avancent, donc la femme de notre protagoniste va forcément être tuée à cause du général, parce qu'il faut lui donner une motivation. Bon, il va changer d'avis comme de chemise, mais ça, c'est pas un problème. En fait, c'est un peu le problème que j'ai avec le film, c'est que j'ai l'impression que tout est un peu inconstant. Et du coup, je n'arrive pas à me sentir un minimum investi. Alors, on va passer sur un avis un peu plus... alors, on me l'a résumé de cette façon, mais... C'est-à-dire un peu vacant, un peu... On ne sait pas trop se positionner sans vraiment l'aimer. Imogen nous a rejoint autour de la table. Imogen, quel était ton avis par rapport au film Gladiator 2 ? Alors, comme tu l'as laissé comprendre, je suis un peu mitigé sur le film. Donc, j'ai beaucoup aimé le premier. Mais le deuxième, je trouve qu'il n'a pas l'étoffe d'une suite. Pour moi, il ressemble plus à un spin-off, parce qu'il n'y a pas trop de connexion avec le premier, à part dans la petite animation au début qui nous résume juste le premier film. Et 2-3 personnages, j'ai pas trouvé énormément de connexion. D'accord. Par rapport aussi à l'ambiance du film en lui-même ? Par rapport à l'ambiance du film... Je trouve pas que ce soit si différent du premier. Je trouve que ça suit assez bien. Mais là où j'ai vraiment du mal, c'est sur les relations entre les personnages. Donc chaque personnage a des relations avec les autres, mais c'est pas du tout approfondi. Par exemple, les deux empereurs, enfin les empereurs jumeaux, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est expliqué un tout petit peu au début, mais après plus rien. Ils sont juste là, on ne sait pas pourquoi. La relation entre le personnage joué par Paul Mescal et donc Anno et oui, et sa mère, oui, c'est pas du tout approfondi. J'ai trouvé ça un peu bâclé en fait, donc ça m'a pas mal déçu. Et autre chose qui m'a un peu déplu, c'est le peu de cohérence historique. Alors je comprends bien que c'est un film qui n'est pas forcément fait... Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit il en a rien à foutre, Ridley Scott, mais toi, au contraire, il y a une importance. Si on parle d'un film d'époque, il faut une cohérence ? C'est-à-dire que dans le film, il y a des personnages réels. Lucius, il a vraiment existé. Donc, à ce compte-là, si tu mets un personnage qui existe vraiment, tu fais un univers qui correspond, pour moi. Par exemple, les batailles navales, il n'y en avait pas. Ou en tout cas très très peu, mais c'était pas trop possible d'inonder le Colisée. Si. Parce qu'il y avait la réserve des décors en dessous. On est parti. En fonction de certains colisées, c'était possible, justement, des batailles navales étaient recréées dans les colisées. Ah, dans certains colisées, oui, mais pas le Colisée. Ça, après, là-dessus, je me ferais presque l'avocat du diable, c'est l'aspect divertissement. Oui. J'ai envie de te dire... Il n'y avait pas non plus de requins, même dans ceux qui étaient inondés, voilà. Ou même dans le premier, je ne pense pas qu'il y avait des trappes dans lesquelles on sortait des tigres. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Et alors on aime les requins ici quand même. C'est bien, par contre, s'ils pouvaient servir. Je vais revenir après dessus, et sur toi, surtout Lenny, sur ta carrière cinéphilique. Je te laisse continuer, Imogen, évidemment. J'ai pas grand-chose à dire d'autre, à part que Pedro Pascal... Voilà, là tu l'as senti un peu plus impliqué quand même, parce que t'en as un qui te sort, il est pas du tout impliqué. Tu l'as senti un peu plus impliqué quand même que certains ? Ouais, moi j'ai trouvé que c'était l'un des personnages les plus convaincants du film, alors que Paul Mescal, voilà. Okay. Mais Pedro Pascal, voilà quoi. Bon, j'ai adoré ça. C'est un bon argument. J'ai adoré sa prestation et je voulais juste lui dire s'il m'écoute. Ah oui, il nous écoute. Comme Jordan Bardella d'ailleurs. Parfait, non, pas lui. Après, on a de tout avec On n'est pas filmé. Non, mais si Pedro Pascal m'écoute, j'ai déjà signé le contrat de mariage. Oh là. Donc c'est quand il veut. D'accord, comme ça c'est lancé. Je crois qu'il y a beaucoup de contrats de mariage qu'il doit recevoir. Emma, alors là, je sais que toi c'est un peu moins c'est un peu moins bien, c'est plus dans négatif. Quelle est ton impression par rapport au film ? Est-ce qu'elle ressemble un petit peu à celle de Lenny, c'est-à-dire vraiment déjà par le réalisateur, t'es pas trop dans son ambiance ? Non, alors oui, comme dit Lenny, moi c'est un peu pareil, je connais pas effectivement toute l'entièreté de sa filmographie. J'ai vu Gladiator 1, qui est un film que j'apprécie honnêtement, qui est pour le coup relativement crédible. Contrairement aux deux, et c'est là où du coup je rejoins ce qui vient d'être dit, je trouve que c'est un film qui est très fatigant pour rien, parce que c'est coloré, il y a plein de choses, on voit plein de choses, mais il y a un moment, on a compris, notamment
permettez-moi de revenir. Il y a des réactions sur... autour de la table, hein, c'est pour ça. Là, non, vraiment, mais je veux dire, même si c'est pas effectivement à vocation de cours d'histoire, même si on fait ce qu'on veut, ça reste un film. Je suis assez d'accord, mais il y a des choses quand même à respecter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut revenir sur les singes enragés qui sont dans l'arène et qui, pardon, mais on se demande même à quelle espèce ils appartiennent. Voilà, bon, alors c'est du spectacle et je trouve qu'au bout d'un moment, sur quasiment 2h15 de film... 2h30. 2h30, ça s'épuise quand même plutôt pas mal. Les scènes de combat sont grandioses, hein, c'est beau à voir, mais je trouve qu'au bout d'un moment, on s'ennuie un peu. T'as trouvé ça répétitif, même dans son fonctionnement, dans sa construction ? Dans la construction, même dans le scénario, c'est la même chose que sur le 1, déjà. Donc, j'ai trouvé ça, oui, un petit peu répétitif au bout d'un moment. Après, en fait, je pense que ça dépend ce qu'on s'attend à voir. Si on s'attend à voir un cours d'histoire, effectivement, bon, faudra repasser. Si on s'attend à voir du grand spectacle, ça peut, effectivement... répondre à cette attente-là. Et pour revenir sur les personnages à proprement parler, je trouve que effectivement le personnage de Pedro Pascal est plutôt intéressant et en fait qu'on ne voit que pour la moitié ou les 3/4 du film. Oui, on le voit pas pas tant que ça. Oui, qui est pas vraiment approfondi, alors que pour le coup pourrait être un personnage intéressant. Et il y a également un problème, pareil, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, mais entre les relations entre les personnages et notamment quand même le manque de personnages féminins. Il y en a 2, il y en a une qui fait pas long feu. Et c'est le cas de le dire. Ah oui, tout à fait. Et la seconde qui est plutôt intéressante, mais qui est la seule en fait, et c'est assez problématique. Alors même si effectivement, à l'époque, je suis pas spécialiste de la romantique, mais c'était pas elle qu'on entendait le plus. Mais quand même, je veux dire, pour un film qui sort là en 2024, il y a un effort qui aurait pu être fait à mon humble avis. Mais il est respectable, évidemment, hein, cet humble avis. Bon, dans l'idée, j'ai l'impression que c'est un blockbuster, en général, qui a plutôt lassé, malheureusement, alors que, personnellement, à titre vraiment personnel, j'ai l'impression, avec Florian, que je rejoins, puisque désormais, c'est mon meilleur ami, moi, j'ai passé un très, très bon moment. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un blockbuster qui me faisait autant marrer. Alors, je sais, après... beaucoup ont dit qu'il frôlait la série B, la série Z, et je pense que ça rejoint un petit peu aussi ce que potentiellement Seb, j'essaye de faire des liens avec Seb, parce que j'espère qu'il me respecte par rapport à mon avis, parce que là on va être totalement en contradiction, donc potentiellement une sonnette aussi qui va sonner par rapport à ça. Moi j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé les 2h30, alors là vraiment pour un péplum c'était satisfaisant, j'ai trouvé qu'on était sur du grand spectacle comme j'imaginais, un Ridley Scott que je voulais, c'est-à-dire en effet qui fait ces métaphores nihilistes un petit peu sur cette Amérique, et en même temps quelque part voilà, on n'est pas non plus sur la surexploitation de propos, de métaphores abondante et qui souhaite être mise en avant. J'ai l'impression, moi, personnellement, que le spectacle compte avant tout, et c'est ce qui m'a plu principalement dans le film. Voilà, en effet, on a des rhinocéros, en effet, on a des requins, on a des lions qui sont pas assez exploités pour moi. Voilà, ça, c'est le défaut du film. J'aurais voulu voir des lions vraiment un petit peu plus... voilà, pour moi, c'est un petit peu ça. Il y a des lions, mais pas véritablement en combat. Donc c'est ça que moi j'attendais vraiment de Ridley Scott. Il m'a déçu là-dessus, mais en tout cas j'ai passé un très bon moment. C'est du grand spectacle comme j'attendais. En termes de jeu d'acteur, moi j'aimerais saluer, parce que ça n'a pas été assez salué, le jeu de Denzel Washington, qui pour moi est vraiment, même dans son cabotinage hyper fort, hyper intéressant, et qui a une vraie consistance dans son personnage. Donc pour le coup, lui, je lui donne toujours, je le plébiscite vraiment pour ce film. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est venu en France nous faire sa communication autour de Gladiator 2. On l'a vu un peu partout. Enfin voilà, tout le monde aime Denzel Washington en France, je l'espère. En tout cas, Jordan Bardella me dit non, je comprends pas trop pourquoi, je vois pas le lien, mais c'est pas très grave. Il va falloir quand même aimer cet acteur, puisque vraiment il porte le film. Et justement, comme on l'a dit, c'est lui qui porte vraiment aussi tout le propos de ce que cherche vraiment Ridley Scott à développer dans cette Amérique nihiliste, encore une fois. Donc,
là, je vais me faire du mal, je vais entendre Seb qui va m'arracher le cœur cette fois-ci. Seb, de ce que j'ai compris, toi, t'as pas particulièrement aimé le film non plus. Non, j'ai pas trop aimé le film, mais je suis globalement d'accord avec ce qui a été dit. Ce qui a été dit par Florian notamment. Le problème pour moi du film, c'est que finalement il y a 2 films en un et que ça fonctionne pas complètement. C'est-à-dire que effectivement, d'un côté il y a ce film, comme vous le disiez, critique de l'Amérique, la décadence romaine. Alors pas très finaude, hein, mais on est chez Ridley Scott. Donc on s'attend pas non plus à l'analyse la plus fine. Et de l'autre côté, il y a ce remake et c'est presque un remake de Gladiator. On reprend l'histoire, il devient gladiateur, il devient le chef des gladiateurs, il gagne des combats. Et en fait, les deux histoires, elles prennent jamais complètement l'une avec l'autre. Et c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que ça se parasite. Le personnage donc de Hanno, il est quand même assez falot. Le Denzel Washington, moi je le trouve super. Le problème, c'est que Denzel Washington, j'ai pas l'impression qu'il joue dans le même film que les autres acteurs. Il est en roue libre super. Moi j'adore, mais il est pas il joue pas avec Paul Mescal. Et effectivement, j'ai l'impression que il y a un peu systématiquement ces passages obligés de Gladiator premier qu'il faut repasser, les scènes de combat, les scènes de fight entre des gladiateurs, et qu'en plus c'est moins bien que le premier. C'est-à-dire que je trouve que sur la façon dont il filme l'action, sur la façon dont il met en scène ces scènes de bataille, il y avait quelque chose de très... Alors, Ridley Scott, moi, je trouve qu'il sait filmer l'action, il sait monter l'action. Il y a toujours une vraie lisibilité. Voilà, là-dessus, je ne remets pas en cause. Mais là, en fait, le côté chef martial qu'avait le personnage de Russell Crowe, il devenait effectivement entre guillemets le roi des gladiateurs, parce qu'il devenait leur chef, il devenait leur général, et c'était exprimé par sa façon de se battre, par le fait que il les emmenait. En gros, c'était plus la cour de récréation où vous allez vous fighter avec le mec d'à côté. Il fallait avoir la rigueur, la tactique martiale. Et là, finalement, on a à peu près le même cheminement pour le personnage de Paul Mescal, mais son ressenti personnel, c'est plus une espèce de vengeance personnelle, de vengeance perso. Il veut venger sa femme. Donc, en gros, il se bat avec la personne qui est en face. Un coup, c'est un singe, un coup, c'est quelqu'un d'autre. Et que c'est plus une espèce de quête personnelle. Et je trouve qu'elle a du mal à être reliée avec le reste de l'histoire. Elle a du mal à être reliée avec ce que Ridley Scott a envie de dire autour de cette décadence romaine. Et effectivement, j'ai l'impression qu'en fait, il aurait dû faire un film de conspiration, de couloir et de machin, éviter les scènes de combat. Et encore une fois, ce qui fait que tout le reste passe pas très bien. Voilà, donc moi je reste vraiment mitigé sur le film, même si effectivement d'un point de vue de spectacle et d'un point de vue de blockbuster américain, bah oui, c'est tellement, mais ça c'est quelque chose qu'on dit quand même régulièrement, c'est tellement faible actuellement aux États-Unis, c'est ça, que effectivement on se satisfait de peu actuellement. Alors on se satisfait de ce qu'on a. Non, mais je te rejoins par contre sur ces 2 films en un là-dessus aussi, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait particulièrement sauté aux yeux avant de faire un lien aussi avec d'autres avis un peu plus mitigés. C'était alors déjà moi c'est un constat de défaillance par rapport à l'Amérique, et ça c'est ce que j'avais principalement aimé, c'est qu'on a vraiment ce peuple entre guillemets qui est plus ou moins, alors c'est là où je lui pose un défaut à Ridley Scott, c'est que le peuple, pour moi, n'est pas assez filmé, n'est pas assez mis en avant. Paul Mescal ne représente pas assez, d'ailleurs, ce peuple. Et c'est là où aussi j'ai trouvé son jeu d'acteur un peu en deçà. C'est qu'on a ce force et honneur qui est particulièrement mis en avant des gladiateurs, que j'ai beaucoup aimé. Ces longs discours sur la vaillance de l'homme face au système et évidemment à l'oisiveté des riches et de la manipulation.
Et à côté, c'est vrai qu'on a tout un jeu un peu de manipulation avec un Denzel Washington qui évidemment prend tout, qui limite prend un peu trop ce système-là politique et limite, comme je l'avais déjà lu, mais je rejoins un petit peu cet avis. Il me semble, c'était écran large, mais qui disait un peu, voilà, c'est un Denzel Washington comme on peut retrouver dans American Gangster de justement Ridley Scott, c'est-à-dire qu'il impose et qu'il est là avec son charisme, mais avec son charisme, il prend le tout. Mais ce deuxième film, je le trouvais particulièrement intéressant parce qu'il présentait aussi le non-dialogue du peuple et de cette politique américaine défaillante. Donc voilà, c'est aussi... Et par contre, je rejoins un point aussi qui a été bien mis en avant, c'est le problème de montage. Alors ça, c'est vrai, je trouve que le montage est vraiment de ça. Il y a vraiment un montage, particulièrement dans les scènes de dialogue entre la mère et Paul Mescal. Des fois, c'est catastrophique. Je trouvais ça vraiment perturbant. Ça m'a un peu sorti du film en termes de spectacle. Alors là, les côtés avant de finir véritablement cet avis... Raph, alors toi, t'es plutôt... Je sais que toi, t'as plutôt apprécié sur certains points, mais pas tout. Bah moi, de base, j'avais vraiment kiffé. Donc non, mon avis n'était pas mais. Et en fait, je vous ai écouté parler, j'ai plus rien à dire, et je suis convaincu qu'en fait, c'est peut-être un mauvais film. En revanche, attends, j'ai pas... D'où le mais. Laisse-moi parler, C'est que t'es facilement influençable. Laisse-moi j'ai quand même un avis qui reste positif envers cette séance de cinéma que j'ai passée au Pâté. C'est que c'était un péplum, quoi. Et c'était un bon blockbuster que j'en ai pas eu depuis longtemps. Et juste pour le petit point histoire, que tout le monde sait d'où ça vient le terme péplum quand même. Avant de désigner du coup les films italiens grandiloquents et historiques des années 50, ça veut dire la petite jupe que portent les héros grecs de base. Et nous, qu'est-ce qu'on vient voir en fait quand... Les petites jupes. On voit le petit cul de Paul Mescal. Et moi, j'ai kiffé. Et de Pedro Pascal. Et au moins quand même. Non, j'entends dire non moins derrière. Là. Mais non, bref, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est beaucoup trop bon. Et tout a déjà été dit. Et j'ai quand même passé un plutôt bon moment. Il y a plein de défauts. Et puis. Alors, Joshua, qui nous a rejoint aussi. Voilà. Alors, toi, je sais que c'est un peu moins, mais justement, c'est plutôt dans le négatif. C'est plutôt un mais. Hélas, normalement, Sébastien devait être contre et il a fini en mai aussi. Et c'était à peu près tous mes points. C'est ça qui est beau chez Seb. C'était aussi à peu près tous mes points. Mais je voulais revenir sur la perte aussi d'une certaine capacité de Ridley Scott technique. Notamment la fameuse scène de singes mutants croisés avec des chiens. Elle est immonde. Et en fait, c'est vrai que c'est aussi un gros problème de blockbuster américain où ils disent on met des sommes faramineuses de 300 millions de dollars et pour donner ça. Ouais. Et aussi, comme tu le dis, et moi ça m'avait sauté aux yeux et ça faisait ultra cheap quand tu parles du peuple, quand on voit des plans assez rapprochés, des gros zooms sur les ceux qui assistent au jeu dans le Colisée, donc le peuple. Il y a que 20 personnes dans les tribunes, quoi. C'est vrai que t'étais en mode... Tu vois une scène avec... Moi, je trouve aussi que c'est le défaut, donc là-dessus, je t'en... Ouais, et aussi, je trouve que... Moi, je suis mais parce que j'ai plein de défauts, mais qu'en même temps... Voilà, moi, j'ai quand même payé ma place plein pot pour voir ce film. C'est important de le dire. Et je me suis pas senti floué, mais comme on revient aussi Sébastien, et c'était à la base aussi mon point, mais il me l'a piqué, c'est que c'est tellement faible aussi ce qui se passe en face, que là c'est vrai que le film il donne ce que tu as envie de voir, mais il y a quand même la fameuse scène qui fait parler des bateaux dans le Colisée avec des requins. C'est un peu décevant parce que c'est que ça, quoi. Il n'y a pas forcément un bateau qui va prendre feu, qui va déborder sur des spectateurs, ou alors une super scène de requins, parce que franchement, Sous la scène est un meilleur film de requins que Gladiator 2. Oui, Seb. La scène de bataille navale dans le Colisée, c'est effectivement... elle est cool en soi, mais... le concept, il est cool, mais c'est un pétard mouillé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bataille navale en soi, et encore une fois de tactique navale. Les requins, ils sont là pour faire joli. Au départ, on dit, il y a des requins. En fait, les requins, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo où tu t'appuies sur un QTE, tu pousses un mec et il fait plein de fois, genre il tombe par-dessus bord et t'as la même séquence, il y a un requin qui arrive et il y a du sang dans l'eau et il n'y a pas forcément d'enjeu avec, je sais pas, un bateau qui coule et là le requin qui s'infile dans la cale ou... Oui, non, c'est ça. Et sur les ils sont moches les requins, pas. Et sur les effets spéciaux, c'est un problème aussi récurrent du cinéma américain actuel, des blockbusters, et qui est notamment le manque de temps qu'ils ont, puisque le premier truc qui cale, c'est la date de sortie. Et que, hélas, moi je pense que Gladiator 2, comme beaucoup de films, c'est des films qui sont finalement pas complètement finis au moment où ils arrivent en salle.
Alors oui, dernière petite intervention, vas-y, tu as le droit. En plus, ce qui est dommage, parce qu'on sait qu'il a tourné au Maroc, et on sait qu'il a tourné au Maroc et qu'ils ont reconstruit plein de décors, et ça se voit. Et en fait, on voit quand c'est un vrai décor, parce que on voit plein de plans d'incrustation fond vert qu'ils ont dû peut-être faire pour des reshoots ou autre, dans des dialogues, et ça fait bizarre des fois. On sent qu'on est dans un espace naturel et le contre-champ, on est dans un fond vert à la lumière artificielle qui marche pas bien, et c'est un peu dommage. Et en fait, mon plus gros point noir pour moi, c'était la relation entre les personnages, ce qui fait qu'il n'y a pas d'enjeu. Tu rejoins certains avis. Exactement. En fait, ça va beaucoup trop vite, les relations entre les personnages. Notamment la relation entre Paul Mescal et Denzel Washington, au bout d'un moment. En fait, la pire, c'est entre Paul Mescal et Pedro Pascal. L'aboutissement, c'est ridicule d'une vitesse. Je peux comprendre. Ça, là-dessus, je rejoins. Écoutez, merci beaucoup. En tous les cas, vous avez fait vraiment, j'ai l'impression, tout le diagnostic de Gladiator 2, en positif et en négatif. Donc là, possiblement, j'espère que vous avez votre propre avis, qui est surtout, évidemment, d'aller voir le film. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et désormais, c'était Heart of Glass de Blondie, puisque nous allons parler des meilleurs et des pires films de Ridley Scott, puisque évidemment, alors pour contextualiser, voilà, très clairement, c'est un réalisateur marquant du cinéma américain, avec des œuvres incontournables. Et évidemment, voilà, il a fait quelques bides, on peut le dire, et même quelques frustrations, puisque ce réalisateur de 86 ans, désormais il faut le préciser, malgré ce Gladiator 2, il est particulièrement prolifique ces dernières années, dans un rythme limite, voire de 2 films par an. Cependant, il reste controversé pour ses propositions cinématographiques, laissant dubitatif de nombreux spectateurs habitués à magnifier au vu de sa filmographie. Autour de la table, on va juste faire un petit topo de votre pire et de votre meilleur Ridley Scott, puisque évidemment là on va retrouver, j'imagine, une époque bénie, une époque maudite, si vous regardez bien les dates de sortie des films. Lenny, on commence par toi. Quel est ton meilleur Ridley Scott ? On va être honnête, ça reste difficile de choisir. Je pense qu'il y en a plusieurs qui évidemment se partagent la palme. Personnellement, j'ai préféré Blade Runner. Ça reste un très grand film. Je mettrais quand même une petite pichenette à Scott pour lui dire d'éviter de parler de ses films et d'en faire. Le fait de balancer que c'était un répliquant, il n'y avait pas besoin. Le film laissait spéculer plein de choses. Mais malgré tout, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un film qui a muté pendant énormément de temps. C'est un film qui a été malmené par des producteurs. C'est un film qui a réussi presque à survivre, à nager pendant une période, et qui a réussi à trouver son public. Et il est magnifique. Qui reste marquant aussi pour la science-fiction en général et pour le jeu vidéo, on peut le dire fortement. Et ton pire film de Ridley Scott ? Alors c'est difficile, on va dire qu'il y en a 2 qui sont très très hauts, mais j'ai préféré éviter de prendre la simplicité, et j'ai préféré parler de Exodus, Gods and Kings. Une sorte d'autre péplum en soi qu'il a proposé récemment. Oui, et qui, je pense, m'a permis de comprendre quelque chose avec Ridley Scott et une distance que je peux avoir en fait avec ses films. Il n'en a rien à faire de ces personnages. C'est terrifiant à quel point on a des personnages qui sont caractérisés, à mon sens, à la volée, tellement vite. Des histoires d'amour importantes qui sont présentées en 5 minutes, ou des rivalités fraternelles, même si je me doute que, vu la période dans laquelle il était sorti, c'était quelque chose qui était important pour lui. Et malgré tout, c'était déplaisant pour moi à voir. Alors, autre film culte pour toi, Joshua, quel est ton meilleur Ridley Scott ? Si c'est pas Blade Runner, c'est Alien, évidemment. Ouais. Autre chef-d'œuvre ultime, je trouve, du cinéma de science-fiction, qui n'a pas d'équivalent, même dans ses suites, hélas. Je trouve le côté que je préfère dans Blade Runner, n'importe quoi, dans Alien, c'est le mystère, en fait. D'où viennent ces créatures ? En fait, on se pose plein de questions quand il découvre ces jarres, ce vaisseau spatial craché. C'est magnifique. Il y a presque quelque chose d'inexplicable, presque de Lovecraft dans les designs, par Giger évidemment. C'est vraiment tellement beau. Je trouve qu'il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas de 2 films comme celui-ci dans l'histoire du cinéma. Là, je te rejoins aussi. Et ton pire film, alors là, qui rejoint un petit peu, comme tu l'as dit, ton avis sur les suites ? Alien,
convenante. Ok, bon bah voilà. J'aime l'appeler inconvenant même, mais... Non mais bon, comme Ridley Scott hein, potentiellement. Mais... On peut l'applaudir pour ça, oui, allez-y. Merci. On peut l'applaudir sur ça. C'est vrai que c'est un peu tiré sur une ambulance, mais c'est vrai qu'on revient avec Lenny qui n'en a rien à foutre de ses personnages à part de David. Au bout d'un moment, voir juste des gens mourir pour mourir. Alors, et surtout, il y a aussi plein de problèmes de production, c'est que on dirait une suite de Prometheus, mais on aurait sauté 7 films parce que il n'y a même pas de bestiole à la fin du 1, enfin pas vraiment déterminé. Et dès Alien Covenant, c'est déjà le xénomorphe, enfin c'est du grand n'importe quoi. Et tu fais un très bon lien avec Rav, du coup, quel est ton meilleur Ridley Scott ? Bah pas Prometheus, mais comme vous avez déjà choisi les deux meilleurs, j'ai dit Prometheus parce que je trouve très intéressant, moi. Je l'ai vu à l'époque, c'était un très beau spectacle. Juste la fille ne sait pas courir sur le côté et continue, bah tiens, cours, on va courir sur le côté. Mais dans le stress, t'aurais fait la même ? Non. Bah voilà. J'aurais pas, non. Non, j'ai dit des trucs horribles, mais non, attention, pas ici, hein. Pas ici, parce qu'en plus c'est pas en direct, on va pas monter et tout. Attention. Ma voix part. Par contre, mon pire film, parce que j'ai fait le Prometheus, c'est quand même House of Gucci. Ah oui. Qui là, pour le coup, était une vraie torture, encore une fois au pâté. Et cette fois à plein pot, parce que je suis un peu bête. Et alors, House of Gucci, c'est quoi ? C'est une série Netflix condensée en un film, avec le mode de narration Netflix. Vraiment d'après moi, avec un Jared Leto qui est insupportable, mais à mourir. C'est un condensé de tous ses pires rôles en même temps. Et je pense qu'il espérait l'Oscar, je crois qu'il l'a même dit. Oui. J'espère que tu ne l'aies jamais déjà. Et il l'a. Ah. Que tu te fasses retirer. Juste et que pour ce film. T'arrêtes aussi la chanson, peut-être. Oh ouais, d'accord. Ouais. Okay. Ah oui, là non, mais là vraiment c'est parti sur le pire de Jared Leto. En vrai, il est sympathique quand même. Ouais. Non, mais à part ça. Seb, alors là, tu vas sur un autre genre de Ridley Scott pour ton préféré entre guillemets, enfin ton meilleur potentiellement par rapport à ce qui a été proposé. C'est pareil, le meilleur, je pense que c'est Alien, mais moi j'aime beaucoup La Chute du Faucon Noir. Donc, qui fait en 2001, qui est un film que je trouve plutôt intéressant, effectivement, c'est un film. Alors, il y a plein de défauts de Ridley Scott, notamment, effectivement, le fait que c'est souvent très appuyé, le fait que les personnages sont, alors là, pour le coup, littéralement interchangeables. On les reconnaît d'ailleurs pas. Hein. Un acteur, vous lui rasez le crâne, vous lui mettez un casque de soldat, ils se ressemblent tous. Mais je trouve que dans sa façon de filmer l'action, d'appréhender l'action, d'appréhender le statut de l'Amérique. Donc le film date de 2001, c'est un film, on est encore entre les deux. C'est-à-dire que les événements de 2001 sont arrivés, je crois, quand le film sort. Mais évidemment, la production est antérieure. Sur le fait que globalement l'Amérique et l'armée américaine n'arrivent plus à comprendre le monde dans lequel elle est censée régner. Elle se fait avoir, c'est autour d'une opération qui tourne mal pendant les événements au début des années 90 en Somalie et à Mogadiscio. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un film qui est très réussi et dans lequel aussi la simplicité du truc, c'est-à-dire en gros une opération, ça se passe mal, il faut sortir, il faut y aller, sied bien à Ridley Scott et finalement lui permet de s'exprimer dans ce qu'il est le meilleur, c'est-à-dire globalement l'action. Et quand il s'exprime dans le pire pour toi quand il s'exprime dans le pire, c'est quand il essaye d'être léger et drôle et qu'il essaye de faire effectivement une comédie, qui plus est une comédie un peu française, avec une grande année, grand film sur le vin, donc Ridley Scott qui joue un entrepreneur de mémoire qui vient s'installer et installe des vignes dans le sud de la France avec donc Marion Cotillard et Didier Bourdon. Ah là, ça vend du rêve. Ça pourrait vendre du rêve. Et sans doute qu'il y avait un truc, il fallait y aller bourré ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ouais, ça fonctionne pas. Bon, bah écoutez, c'était ce petit tour aussi sur ce réalisateur évidemment controversé. On l'entend évidemment bien. Encore une fois, il y a une époque bénie, 80, 90, début 2000, techniquement. Époque un peu maudite, on rejoint un petit peu les années fin 2000, 2010 et dernièrement, ces dernières années, on peut aussi représenter l'échec de Napoléon, qui a vraiment, pour le coup, été détesté de pas mal. Donc, évidemment, c'était un réalisateur qu'on voulait mettre en avant pour une fois. Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde. C'est fin, ça se mange sans fin.
Et désormais, nous sommes sur le petit jeu. Le petit jeu, alors cette fois-ci, ce n'est pas moi qui va présenter ce jeu. Ça va être Joshua, puisque, alors là, tu nous proposes vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, t'aimes bien les jeux de mots, t'aimes bien les réalisateurs français, et donc t'as fusionné les deux. T'aimes bien aussi la langue française en général, les titres de films, et donc ton thème sur ce jeu, c'est... Claude Lelouch. Alors, Claude Lelouch, ça va être un vrai ou faux. Donc, Claude Lelouch, pourquoi ? Ah bah parce que lui aussi a 87 ans comme Ridley Scott. Et il a commencé le cinéma il y a plus longtemps que Ridley Scott. Et lui aussi il a sorti un nouveau film cette semaine qui est finalement... Et ce que j'aime bien chez Claude Lelouch, c'est ses titres de films. Et du coup, j'ai inventé un jeu. Bon, c'est un simple vrai ou faux. Ça s'appelle Film de Claude Lelouch ou Film louche. Je vais vous proposer des titres de films. Vous me répondez Claude Lelouch, si c'est un film, vous pensez que c'est un film de Claude Lelouch. Si vous me dites film louche, vous pensez que c'est un faux titre. Voilà. Donc, on va faire au tour par tour. Seb, comme évidemment tout le monde va te copier obligatoirement sur ce vrai ou faux. Si tu dis vrai, tout le monde va dire vrai. Si tu dis faux, tout le monde va dire faux. Donc, je te propose, tu vas toujours être le dernier. Par équité et puis égalité évidemment, puisque bon, il a été gagnant sur pas mal de quiz. Donc Joshua, tu vas faire à chaque fois donc les propositions. Au tour par tour, je vous propose donc Lénie, Florian, Emma, Imogène, Raph. Donc dans cet ordre, à chaque fois vous faites votre vrai ou faux et ensuite on finit par Seb. Ah oui, et nous avons Marion et Zéphyr qui souhaitent jouer potentiellement. Donc Marion, rebonjour en soi, vu qu'on entende encore une fois ta voix. Rebonjour. Donc du coup, tu passes après Raph, ça te va ? Bah, c'est peut-être pas la meilleure position, mais ça devrait le faire. C'est avant-dernière. Bon, comme ça, tu peux te positionner. Moi, je compte les points. Allez, t'es prêt, Joshua ? C'est parti, vas-y. Première proposition, c'était un rendez-vous. Je dirais faux. Lelouch, vrai. Moi, je dirais louche. Lelouch. 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 Et du coup, c'était... Et en effet, c'est un court-métrage culte de Claude Lelouch. Il faut savoir qu'il a même... Ça a été cité dans le jeu vidéo Forza Horizon 4. Alors, qui a eu la bonne réponse ? Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît ? Tout le monde sauf moi. Voilà, donc, et Emma. Donc, vous pouvez vous applaudir quand même. Deuxième proposition. La splendeur de l'amour. Lelouch. Louche. 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 Bah louche aussi, ouais. Louche. Louche. En effet, bien joué, c'était un faux titre. Bravo. Qui avait faux, encore une fois, autour de la table ? Personne n'avait faux ? Alors, franchement, vous l'avez tous trouvé. Alors, Joshua... Moi, je me suis gouré. Ah, Lénie ? Mais moi, je fais que me tromper. Ah oui, voilà, décidément. Alors, prochaine proposition. L'amour, c'est mieux que la vie. Alors, pour vous, c'est louche ou c'est pas louche ? Alors, ou c'est le louche. Lénie ? Je vais dire le louche tellement c'est claqué au sol. Le louche. Je dirais... j'espère que c'est louche, donc louche. Imogène ? Louche. Raph ? En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que Lénie qui joue vraiment, mais... Allez, louche. Ok, Marion ? Le louche. Et Seb, enfin ? Le louche. Oui, c'est un vrai film. Bravo. Bravo. Avec Sandrine Bonner, Gérard Darmon et Harry Habitant. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire parce que le casting est vraiment particulièrement intéressant. Prochaine proposition. Quand on n'a que la vie. Louche. Le louche. Le louche. Le louche. Bah, je suis Florian comme à chaque fois maintenant. Le louche. Le louche. Seb ? Le louche. Et alors, louche ou le louche ? Non, il n'existe pas. C'était louche, ah mince. Prochaine question. Proposition, du moins. Oui et 3 petits points, non. Alors, le 3 petits points, il est important. Lénie. Louche. Le louche. Florian. Le Emma. louche. Imogène. Ouais, le louche. Raph. Le louche. Marion. Louche. Louche. Seb. Louche. Louche. Et alors, louche ou le louche ? C'était louche. Alors, cependant, ça aurait dû être un diptyque oui et non. J'en avais parlé sur un plateau chez Michel Drucker.
C'est des vraies anecdotes, tout ça. Oh là là, c'est complètement fou. Prochaine proposition. La vertu des impondérables. Lenny. Le louche. Florian. Louche. Le louche. Le louche. Raph. C'est les 60 ans de Michel Drucker à la télé aujourd'hui. Et je dirais le louche. Parce que tu en as parlé. On pour peut ça, l'applaudir pour ça quand même. Bravo Michel. Michel adoré. Marion. Le louche. Le louche. Seb. Louche. Et alors, Joshua? C'est un vrai film. Ah merde. Alors, il reste encore combien de propositions? Avec encore Harry Habitant. Ah bah, c'est bien de le préciser à chaque fois. Il reste combien de propositions? Bonne question, mais à combien de questions? Je sais plus. C'est pas très grave, à mon avis, on va pas compter les points sur celle-là. Hein. Là, on est beaucoup trop. Et il te reste, je crois... Alors, attends, tu nous as fait... Donc, c'était le dernier, c'était... Tout est... bon, c'est pas très grave. Vas-y, propose. Ah oui, j'en ai encore. Oui, il me semble. Tout est son contraire. Voilà. Mais EST. Le Question louche. piège. Le louche. Le louche. Le louche. Le louche. Ah, le louche. Louche. Ouais, louche, ouais. Marion. Louche. Marion. J'ai ma voix, elle est Louche. partie. Seb. Louche. En effet. En effet, c'était louche. Je crois qu'on est sur la dernière proposition. C'était pas très grave. Attends, il en a encore une. Alors là, celle-là, c'est la pépite. Le courage d'aimer. Oh, le louche. Dis-moi que ça existe vraiment. Le louche. Le louche. Le louche. Le louche, je crois que je l'ai vu. Le louche. S'il n'existe pas. S'il n'existe pas, bah, Le c'est- louche. Le louche. Je pense, ouais. En effet. Ah, Bravo. Bravo pour la carrière. Et allez, Un dernier. film, c'est quand même avec Mathilde Seigné, Maïwen et Michel c'est Leb. ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, c'était le dernier ou il y a un dernier? si tu veux, j'en ai encore un autre. Allez, un dernier. Un dernier. Putain, on t'aime. Ah oui, oui, oui. Alors, Louche. Le louche. Louche. Le louche. Ah, le louche. Marion. Louche. Seb. Le louche. Eh non, il n'existe pas. Arrête. Il avait sorti un film qui s'appelait Salaud, on t'aime. Mais pas pareil. Pas putain, on t'aime. Salaud, on t'aime. Ah, le piège. Avec Johnny Le Hallyday. piège c'est avec ultime. Johnny. Mitchell. Et Eddie Mitchell. voilà. Voilà, donc ça c'était. Bah, merci beaucoup pour ce jeu, on peut applaudir Joshua. Et merci beaucoup évidemment à toute cette table. Alors là, on est extrêmement nombreux à avoir participé à cette émission. Donc je vais faire dans l'ordre quand même. Merci Joshua encore une fois hein, pour ta participation et aussi pour le jeu. Merci à vous, merci à vous. Bah, on peut t'applaudir. Merci beaucoup Emma aussi pour cette participation. Merci beaucoup Imogen. Merci beaucoup Raph. Merci beaucoup Lenny, même si t'es encore là, on préfère... bref, merci beaucoup Florian. Et évidemment notre Seb. Et nous avons aussi évidemment cette régie du tonnerre. Nous avons Zéphyr. Merci beaucoup Zéphyr, on peut l'applaudir. Et Marion. Et merci à vous de nous avoir encore écoutés pour On n'est pas filmé. Mademoiselle Doré, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Bah, écoutez, c'est très simple. Mais j'adore la Alors ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Bon bah ça va. On arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un sac qui s'est joué. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Cet entretien sera intégralement pas filmé. C'est une fabrication artisanale. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Qu'est-ce qu'il fout? Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Moteur! Oh putain, moteur!